Bonjour à tous. Hello everybody. Bon dia a todos. Je crois que nous avons 263 personnes en ligne et si vous le voulez bien, nous allons démarrer cette session, ce meeting consacré à l'Agence africaine du médicament. Donc, mesdames et messieurs les ministres, Madame la directrice générale de l'Agence européenne du médicament, Monsieur l'envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament, Madame la coordinatrice de la MRH à Oda-NEPAD, Monsieur le directeur général adjoint de l'IFPMA, Monsieur le directeur général de l'IAPO, Monsieur le président du comité Afrique de l'IFPMA, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis évidemment particulièrement heureux et honoré d'ouvrir cette session co-organisée avec l'IFPMA et l'IAPO, que je remercie vivement pour leur implication. La rencontre de ce jour est la preuve, par l'exemple, s'il en fallait, que c'est ensemble que nous avançons. Les actions et les réflexions communes, le partage d'idées et d'expériences, nous le savons, sont toujours assortis de bons résultats. Et c'est dans cet esprit que je voudrais aujourd'hui ouvrir la session qui nous réunit pour évoquer un sujet d'une importance majeure, je dirais même d'une importance historique, la mise en place de l'Agence africaine du médicament, l'AEMA, sujet sur lequel nous avions déjà échangé tous les deux, mon cher Michel Sidibé, le 1er décembre dernier. Je voudrais juste, pour ouvrir cette réunion, partager avec vous les deux enjeux qui m'apparaissent essentiels pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés ensemble. Le premier enjeu, c'est celui de la coopération. La crise sanitaire, on le voit bien, a mis en exergue l'importance de la coopération internationale pour garantir la sécurité sanitaire des populations. C'est d'ailleurs un sujet dont nous avons déjà eu l'occasion de débattre ensemble à plusieurs reprises et nous avions en décembre dernier notamment évoqué la démocratisation de la santé. La mise en place d'une couverture maladie universelle ne pourra se faire que dans un environnement sain, réglementé, au sein duquel tout le monde a l'assurance que les médicaments en circulation sont efficaces, sûrs et de qualité. Et d'autre part, ce n'est pas le moindre des sujets que leur approvisionnement est pérenne. L'Agence africaine du médicament, en tant qu'institution continentale, aura sur ce point un rôle de coordination très important à endosser. En assurant une approche concertée des pratiques réglementaires des États membres, le développement des évaluations conjointes des dossiers et la transparence des procédures, et d'autre part en favorisant la mise en commun des ressources scientifiques pour les évaluations et les inspections portant sur les nouveaux médicaments, notamment en tirant parti des centres d'excellence régionaux. Mais aussi, et nous l'évoquions, en pratiquant la surveillance des marchés, le partage des données entre États membres pour garantir la sécurité des produits en circulation et pour lutter contre la prolifération de médicaments sous standard et aussi, disons-le, de médicaments falsifiés. Le second enjeu, c'est l'enjeu de l'harmonisation des réglementations en assurant la simplification des procédures réglementaires et en évitant la duplication des efforts des agences nationales. L'Agence africaine du médicament permettra, grâce à l'harmonisation des réglementations, de garantir la rapidité et la pérennité de l'accès des patients à des traitements efficaces et de qualité. Vous savez que depuis plus de 20 ans, le LEM accompagne ce processus d'harmonisation réglementaire. Nous essayons de contribuer à notre modeste échelle à renforcer la concertation avec les directeurs des autorités nationales de réglementation d'Afrique subsaharienne à travers l'organisation de réunions et d'échanges annuels sur ce thème. Et au niveau des sous-régions telles que l'UMOA ou l'OCEAC, les procédures d'homologation sont déjà harmonisées et elles vont donc faciliter
une intégration plus facile dans un processus qui doit englober l'ensemble des États africains. L'Agence africaine du médicament doit concourir efficacement à la finalisation de ce processus pour toutes les procédures relatives à la mise sur le marché et à la circulation des produits de santé. Outre l'amélioration de la santé et de la qualité de vie en Afrique, nous pensons, je crois tous, qu'un système de réglementation solide ouvrira aussi des perspectives pour le développement d'une industrie pharmaceutique locale, et nous mesurons tous en ce moment à quel point cet enjeu est extrêmement fort, pour la création de grands pôles d'excellence et de recherche médicale sur le continent africain. Et bien entendu, et je terminerai sur ce petit mot très bref d'introduction, je terminerai en vous assurant de notre totale mobilisation pour relever avec succès ces deux défis, respectueux de la noblesse et de l'efficacité des missions que vous avez à charge de mener à bien à travers le monde. Je suis très heureux, je le redis, que nous puissions travailler et échanger ensemble aujourd'hui, mais également dans la durée et dans la continuité. Je suis persuadé qu'en travaillant de concert, nous sommes prêts à viser plus haut. Tout est possible, tout reste à construire. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une après-midi constructive. Et mon cher Michel, je vous passe la parole pour ouvrir cette réunion. Merci. Okay, I would like to make a few statements on behalf of IFPMA. First, I'd like to endorse, obviously, all the points that have just been raised by my colleague Philippe, and also just to acknowledge and thank LEM for all the work they have done over many years in the activities of regulatory strengthening on the continent. From an industry perspective, as Philippe had mentioned, we give our full weight and support behind the construction and development of the African Medicines Agency. This is and will be, I should say, a major milestone, not just for patients and public health in Africa, but for the African continent as a whole. We have seen the African CDC providing major and unparalleled leadership, I think, in the fight against COVID. We now move towards the Continental Free Trade Area in Africa. So the addition of the African Medicines Agency, I think, is one of these several milestones on the way in Africa. We believe that the African Medicines Agency will be a key to accelerating access to medicines and vaccines on the continent to people who need them throughout the African continent. We see this obviously through speedy approval and through the use of the principle of regulatory alliance, and building, of course, on the amazing work that has been done at the regional effort. And as mentioned by Philippe in reference to substandard and falsified products, an issue very close to all of our hearts, I know, that are involved here today. And we do hope that the AMA will be a vehicle towards the combat to those falsified and substandard products. Ratification, of course, is only the start of the process. Indeed, it is vital to have a clear vision for the future, to have the implementation of the AMA, its financing, and its dialogue with all stakeholders. Which brings me really to the final point, is that we are delighted to be a founding member of AMATA, which is the initiative of IAPO. And we wish to be fully involved in all activities with a broad group of stakeholders in that effect. And finally, just a major thanks to Michel Sidibe for hosting this event, and already for his impactful work as the special envoy to the African Union for the African Medicines Agency. So we are all behind you, Michel. And finally, thank you very much, ministers and Executive Director of the European Medicines Agency, for joining us here today. Thank you very much, Greg. Firstly, from deep down in my heart, on behalf of the African patients who have all joined us, I'm thanking every minister from Cape to Cairo
from Dhaka to Djibouti, who is here today working with us. I'm very pleased to see Dr. Hala Zaid join us. I think you have really transformed patient engagement. I'm working with a lot of Egyptian health professionals at NICE UK and others, and I think you have really transformed that engagement phase. I'm glad that Michelle Sidibe has really put the issue of African Medicines Agency on the map and really helped us to this. And as you know, we were just discussing before this event started with a senior statesman, Honorable Kenneth Kaunda passing away, and how he helped the patient movement through his acceptance of HIV and AIDS and coming out like he did that his son had passed away. These are leaders which have really made our life interesting. At a personal level, I, growing up in Kenya, I think have envisaged how we were scourged by disease and how we had to survive, how to attend school. And I don't want that for future generations. So as a patient now and able to do something, I'm really glad to be here. And we are launching the African Medicines Agency Treaty Alliance of Patients and other stakeholders to push and support your work in country and across Africa. Thank you very much. Over to you, Michelle Sidibe. Thank you very much and honored to be here. Thank you. Là, c'est bon. Donc, je voulais commencer par d'abord vous remercier très sincèrement pour votre engagement personnel, que ce soit Philippe Grech ou Kawaldi, pour cette cause. Mais j'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui ont accepté de participer à cette rencontre, parce que ce soit les ministres présents, que ce soit la directrice de l'Agence européenne du médicament, ainsi que tous les autres participants qui sont avec nous. C'est vraiment important. Moi, je pense que nous sommes à un moment critique. L'Agence africaine du médicament devient une impérieuse nécessité. Mais je suis convaincu que nous avons tous vécu cette crise de la COVID d'une certaine façon, qu'on soit au nord ou au sud, mais nous savons que cette crise n'est pas une crise de santé publique seulement. On constate que c'est une crise sociale, c'est une crise certainement économique, politique, mais plus que tout cela, je pense que cette crise nous interpelle par sa dimension particulière, celle de la sécurité humaine. Et je suis content qu'on soit là aujourd'hui avec la société civile, qu'on soit avec les autres partenaires, avec ceux qui produisent le médicament. Mais cela met l'accent sur la nécessité vraiment pour l'Afrique aujourd'hui de renforcer la diplomatie sanitaire africaine dans un monde qui se veut de plus en plus globalisé. Donc, on l'avait discuté la dernière fois, on avait soulevé toutes les questions éthiques majeures qui ont accru les clivages, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau médical ou que ce soit même, disons, économique et au niveau de certains problèmes sociaux et politiques. Mais malheureusement, on constate, et ça c'est pour cette raison que j'insiste sur que cette rencontre soit une rencontre qui va nous aider à repenser ce que pourrait être AMA, on constate encore une fois, avec tous les efforts qui ont été entrepris, la production rapide des vaccins qu'on est en face d'une réelle fracture entre le Nord et le Sud. D'un côté, nous avons ceux qui ont le vaccin aujourd'hui, et de l'autre côté, nous avons ceux qui sont laissés pour compte. Malheureusement, on le constate, des efforts incroyables ont été faits. Les vaccins prenaient 10 ans pour être produits. Nous avons produit, avec la solidarité du secteur privé et tout ça, les vaccins en moins d'un an et quelques mois peut-être. Mais aujourd'hui, 1,6% seulement des vaccins du monde ont été administrés en Afrique. Et si on prend une population de 1,3 milliard d'habitants, aujourd'hui, nous n'avons que seuls 8 millions d'Africains ont reçu 2 doses de vaccin. Donc, c'est pour moi, je ne voudrais pas continuer à répéter un peu tout ce que nous avons déjà dit. Il est vraiment indispensable de commencer à réfléchir un peu à toutes les questions que vous avez mentionnées, que ce soit la coopération internationale, assurer la sécurité de la santé. On ne pourra pas l'assurer si on n'arrive pas à partager un peu mieux ce qui existe.
et si on n'arrive pas à assurer en définitive que les plus démunis vont avoir accès. On ne contrôlera même pas l'épidémie parce que quand même c'est un virus et on sait très bien qu'on risque de le rendre endémique dans certaines zones. Et quand on regarde COVAX, on en avait parlé, et tout cet effort magnifique de mettre en parallèle le secteur privé et le secteur étatique avec une facilitation du multilatéral, on se rend compte qu'on est en face d'un problème et on n'arrive pas à avoir le maximum de vaccins parce que l'Inde, qui produisait le maximum de ces vaccins, ne sont plus aujourd'hui des exportateurs nets, ils sont plutôt des importateurs nets. Donc, je voulais dire, je m'arrête là parce que je sais que les autres vont élaborer sur pourquoi AMA est important, qu'est-ce qu'AMA va faire, en certainement mutualisant les compétences, en allant vers la recherche, une africanisation de la recherche et le développement, en faisant en sorte qu'on ait un espace en tout cas un écosystème plus sain qui va permettre la production locale, mais aussi combattre tous ces faux médicaments, utiliser certainement ce que j'appelle aujourd'hui cette opportunité que nous avons avec le mouvement libre, ce traité qui a été signé. Donc, je m'arrête là, mais je voudrais encore rappeler tout simplement qu'il est important pour nous de savoir que nous ne le ferons pas seuls. Vous l'avez mentionné tous, nous devons le faire en partenariat et nous devons travailler ensemble. Et je suis content aujourd'hui qu'on ait les différents collègues qui sont là. Mais j'ai quelques petits éléments certainement à partager avec vous, si vous le permettez. C'est d'abord de dire que les participants peuvent formuler des questions via, bien sûr, le module Q&A. Celles-ci seront collectées par Anna Maria et lues après le panel. Ça, je pense qu'on l'a déjà mentionné. Mais aussi, je voudrais indiquer qu'avant de formuler une question, les participants doivent s'identifier. Troisièmement, je pense qu'il est important que les participants au moins aient la possibilité d'accéder à l'interprétation en cliquant sur le logo en bas à droite de l'écran pour sélectionner la langue. Donc, vous pouvez cliquer sur le logo en bas pour sélectionner la langue. Bon, j'annonce aussi que je serai très strict sur la gestion du temps. Et donc, vous avez 7 minutes. Et après 7 minutes, le micro sera coupé. Donc, que les uns et les autres soient au courant de cette procédure, cette modalité que nous avons adoptée. Et aussi, je voudrais vraiment mentionner que la réunion est enregistrée. Et donc, vous pouvez le savoir dès le départ que nous allons enregistrer tout ce qui sera dit. Mais pour l'instant, je souhaiterais vraiment, avec votre permission, demander la possibilité de commencer déjà les interventions et surtout que cette intervention, on puisse commencer avec Margaret, qui est vraiment une sœur, mais qui a travaillé énormément sur toutes ces questions avec mon frère Mayaki du NEPAD. Et donc, ma question to Margaret. Margaret, hi, I want just to again congratulate you. Without you, I think we would have not been where we are today. AMA as its genesis in the African medicine regulatory harmonization. And I want to really ask you, because you have more experience than all of us, including myself in this area, and I want to take advantage of this opportunity to ask you, what could be instrumental from your point of view to be making this AMA a reality? What we need to really, what are the lessons and we need to learn from your experience, and how you can really explain to us the step for operationalization of AMA and what we should not forget. And you have the floor, Margaret, my sister. Again, I want to say congratulations and see you soon in Johannesburg.
Thank you very You have much, the- Honorable Sidibe, for 7 minutes, my sister. Yes, sir. Yes, I'll stick to that. Thank you very much for actually, I should start by thanking you for being really a good advocate for the African Medicines Agency. And I remember very well, I think it was in 2009 when you were making a speech during the WHO Regional Africa committee meeting, which you made a very strong statement for need for Africa to have a continental agency that will be responsible for taking care of the problem that we are facing in the control of sub-Saharan phosphate medicine. So I really want to thank you for that. But also I want to thank IFPMA and IAPO for really taking leadership in advocating for the African Medicines Agency. We really appreciate your efforts and we see the results of all your work. When it comes to the African Medicines Agency, I think it's very important to really look back and see where we've come from. You all are aware of the African Medicines Regulatory Harmonization Initiative, which was started in 2009 as a mechanism to address regulatory challenges on the continent and using the regional platforms to really address those challenges. And through the MRH initiative, working with a number of partners, the African Union Commission, WHO, and the Gates Foundation and many others, we have been able to see very positive results in terms of really helping countries to harmonize their regulatory standards, starting with the registration of medicines and slowly expanding the scope, from generic medicines to new chemical entities to vaccines, but also expanding the scope of functions for which we were able to harmonize the standards, such as the safety monitoring, and but also clinical trial oversight. So basically, the MRH initiative that we have been implementing for over a decade now through the regional economic communities, we are already working in EAC, in the ECOWAS region and SADC region, Central Africa, but also North Africa. We have seen very positive results, including the reduction of timelines for marketing authorization, also robust, legal frameworks at national level through the AU model law for medical products regulation. We've created 11 regional centers of regulatory excellence to sustain the regulation, the capacity building, using the existing institutions on the continent. And so through all these efforts, we eventually came to a point where it was considered that MRH really serves as a foundation for establishing the African Medicines Agency. So what we need to do basically where we are at, given the fact that the treaty was adopted in 2019, in February 2019 by the AU Assembly, and that currently we're talking about 10 ratifications, which is good, but we're aiming at 15 ratifications. I think it's very important to start preparations. One of the key elements is to make sure that we don't lose sight on the good progress that we have made from the MRH initiative, So the issue is how do we transition that? Because we have governance structures, we have steering committees, we have technical committees that have provided guidance to the AU member states, including even during the COVID-19 pandemic, where we have issued guidance to all the member states. Now they're able to approve faster, vaccines, COVID-19 vaccines. So how do we make sure that there is smooth transition from the MRH initiative to the African Medicines Agency? That's one. Secondly, it's about financial sustainability for AMA. Currently, the MRH is really largely funded by donors. We have sustainable mechanisms for ensuring that these gains are maintained. We have started regional, processes for, financing the services using user fees from the industry, for instance. These are the things that we need to take on when AMA comes into force. Luckily, the AMA Treaty provides for aspects such as the contribution from the member states,
but also fees from the industry and also grants as well. So I think it's very important that we ensure that when AMA comes into force, there is a sustainable mechanism for financing its activities. And there's a lot that we can learn from, for instance, the European Medicines Agency that has done these works before. There is no need of reinventing a wheel. And the good thing is also that the European Union has expressed interest to work with us to see how they can support us in really making sure that AMA takes off smoothly. And thirdly, I think it's the issue of human resource capacity. We need to look into what is there in terms of expertise at the national level, at regional level, so that when AMA comes into force, we have a robust team of experts that will be able to run this process moving forward. And fourthly, we also need to ensure that we have a proper regulatory infrastructure that will take on things such as self-monitoring of medical products. This is very key, especially now that we are dealing with COVID-19. We see how important safety monitoring is. Clinical trials, we have strategies at the continental level. We have, for instance, the Pharmaceutical Manufacturing Plan for Africa, which is advocating for local production promotion. But also we have another strategy. This is the COVID-19 access strategy, which has very critical components, in advancing research and development, in advancing regulatory oversight. So we need to see how best can we build a regulatory infrastructure for which AMA can now take on in a very smooth way. So basically, those are the elements that I thought are very critical. But before I finish, there is also one last thing that I also want to add on. This is a dialogue between the regulators and the regulated industry. Very important aspect to take into account when we move into the African Medicines Agency. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Margaret. It was exactly 7 minutes, and I wanted just to take few points from your presentation, great presentation. One is really to think about sustainability, financial framework, two, build on the work of AMRH, and three, the capacity issues and expertise, anticipate, and really think seriously about the regulatory infrastructure. And of course, finally, the dialogue you have been talking about. So I think those are key critical points I just picked from this discussion, which could help us in the future discussion to start already anticipating and not waiting, like Margaret said. We will have soon the 15, and then what? So thank you very much, Margaret. And because of the time reason, I will move to my friend and brother, the minister from Algeria, Dr. Lotfi. We were together, on était juste ensemble en Algérie. On a eu le privilège de rencontrer le président de la République pendant 1 heure de temps. Et je pense qu'il nous a démontré très bonjour. Son engagement personnel. Messieurs les ministres, messieurs les représentants des institutions et de l'Union africaine, mesdames et messieurs les organisateurs du LEM, de l'IFPMA, de l'IAPO, mesdames et messieurs les participants, bon, je vous remercie tout d'abord les organisateurs pour cette invitation et je salue tous les intervenants et les participants à cette vidéoconférence. Je commencerai par faire un bref aperçu sur l'industrie pharmaceutique en Algérie. En 2021, l'industrie pharmaceutique, c'est à peu près un marché de 4 milliards d'euros, si on y ajoute les dispositifs et les équipements, dont 66% sont fabriqués localement. 66% fabriqués localement en valeur, en volume, ça dépasse les 70%. Et cet effort a été fait en 12 ans. En 12 ans, bon, il y avait eu à un moment donné un ralentissement en 2017. Nous avons rattrapé depuis la création du ministère de l'Industrie pharmaceutique depuis l'année passée. Et c'était dû à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est l'amélioration de l'accessibilité par la mise en place d'une sécurité sociale généralisée et d'un tiers payant avec les pharmaciens d'officine qui ont permis à l'ensemble de nos concitoyens d'accéder aux soins. Et le second facteur, c'est aussi une politique volontariste de l'État algérien, justement, qui s'est traduite par la création de ce ministère de l'Industrie pharmaceutique
où on ne considère pas simplement la santé comme un fardeau, comme quelque chose qu'on doit assumer, mais comme un investissement. Un investissement, bien sûr, dans la protection de la santé de nos concitoyens, mais aussi comme un levier de croissance pour le pays, comme un secteur créateur de richesse. Effectivement, l'importance de notre marché nous permettait de justement demander à l'ensemble des opérateurs de faire des investissements en Algérie et de protéger après, par une réglementation particulière, ces investissements en développant cette production nationale. C'est ce même phénomène, c'est ce même modèle que nous devons créer avec l'Union africaine. Effectivement, la création, et pour en venir à l'Agence africaine du médicament, nous savons très bien que le médicament est un produit très réglementé à travers le monde. Et si nous devons, comme l'a dit Margaret, faire la comparaison et prendre exemple sur ce qui s'est fait en Europe, pour pouvoir faire un ensemble économique, nous devons aussi avoir des règles. Et le produit pharmaceutique est peut-être un des produits les plus réglementés dans le monde. Donc, il est absolument nécessaire pour pouvoir développer nos échanges, qu'il y ait une harmonisation réglementaire. Ça a commencé par un travail soutenu de la MRH et je les en félicite. Et je souhaiterais bien sûr qu'à travers cette AMA, nous attendons beaucoup pour l'harmonisation réglementaire. L'harmonisation réglementaire, mais aussi justement qui nous permettra de développer ces échanges, de créer ces pôles d'excellence et cette harmonisation réglementaire nous permettra aussi par exemple, de commencer par un enregistrement commun, progressif d'un certain nombre de molécules. Nous discutions à Alger il y a quelques jours avec M. Sidibé qu'une shortlist de médicaments en Afrique permettrait de prendre en charge beaucoup de pathologies. Si nous commencions déjà par l'enregistrement de ces produits-là, ça nous permettrait effectivement de pouvoir répondre à nos besoins. Et le lien est fait avec la pandémie, où nous voyons effectivement, nous sommes, comme le soulignait M. Sidibé, le continent le moins vacciné. Aujourd'hui, l'Algérie se lance dans la production du vaccin. Nous espérons d'ici la fin de l'année pouvoir fabriquer un ou même deux vaccins. Mais très sincèrement, s'il y avait eu une mutualisation des moyens, nous en serions arrivés beaucoup plus tôt, peut-être. Et nous aurions répondu à ces besoins-là. Et je précise que l'Algérie avait quand même les moyens financiers de manière bilatérale à accéder au vaccin et que c'était quand même compliqué. C'était quand même compliqué. D'où l'intérêt, et nous voyons que l'acquisition des vaccins en Europe s'est faite par l'Union européenne, par une mutualisation de moyens. Il y a des tentatives qui sont faites par l'Union africaine, c'est une très bonne chose, mais je pense que si nous avions une industrie locale plus développée, ça nous permettrait effectivement de répondre à ces besoins. Sans compter que, et j'insiste sur ce point-là, c'est que cette agence africaine doit permettre l'harmonisation de la réglementation, d'abord pour être plus attractif, même pour les partenariats avec les Européens, avec les Asiatiques. C'est plus facile de parler avec une entité que de parler avec je ne sais combien de pays. Donc déjà, c'est important, mais ça aussi, ça nous permet de mutualiser nos moyens pour acheter à un meilleur prix, pour pouvoir créer ces fameux pôles d'excellence et favoriser une intégration régionale du continent, par région, où il pourrait y avoir effectivement des pôles d'excellence par spécialité. J'insiste sur le fait qu'il faut absolument trouver les mécanismes économiques, parce que ce qui nous manque, ce n'est pas la volonté politique. On a parlé du problème du financement. Il faut absolument trouver des mécanismes qui permettent à cette agence de répondre à ses besoins. Une idée que nous mettons en place aujourd'hui en Algérie, parce que nous avons une agence, c'est un forfait par boîte. S'il y avait un forfait par boîte pour chaque boîte de médicaments en Afrique, ça donnerait, même si c'est insignifiant, ça donnerait les possibilités de trouver le financement pour cette agence qui, à mon avis, est un grand espoir pour pouvoir justement permettre à notre continent d'assurer sa souveraineté sanitaire. Alors, on parle je finirai là-dessus, on parle effectivement du vaccin Covid,
mais il me reste encore 30 secondes. Il y a aussi tout ce qui est cancer, biosimilaire, et là-dessus, plus que jamais, effectivement, nous devons absolument, les marchés nationaux sont trop étroits, il faut absolument que nous mutualisons nos moyens pour une industrie pharmaceutique performante qui ne passera que par une harmonisation réglementaire et par la lutte contre les phénomènes informels et de médicaments falsifiés. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour votre intervention. Et je souhaiterais tout simplement dire que c'est vraiment important ce que vous avez dit. Et il faut qu'on arrive à avoir d'abord une politique volontariste avec certainement des décisions prises au plus haut niveau et sortir des chemins battus et faire en sorte que l'action soit au centre de tout ce que nous allons entreprendre. Et bien sûr qu'il faut une mutualisation de toutes les compétences. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans peut-être 15-16 pays et j'ai vu un peu partout des structures qui naissent, des structures un peu plus solides, mais des compétences qui sont là, il faut les mutualiser. L'harmonisation réglementaire, l'intégration et puis, bien sûr, encore une fois, essayer d'anticiper, réfléchir aux mécanismes de financement. Je souhaiterais maintenant donner la parole au ministre, mon frère de la République démocratique du Congo, Jean-Jacques Mbugani. Et bien sûr, ma question au ministre est très simple. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Et cette opportunité, on veut vraiment la saisir. Et selon vous, quelles sont d'abord les étapes au niveau national qui nous permettraient d'avoir la République démocratique du Congo parmi les 15 premiers pays ratifiants, et comment faire pour qu'on aille un peu plus vite pour permettre au président de l'Union africaine, à l'heure actuelle, donc en charge de tout ce processus aussi quelque part de ratification, d'être le président qui va introduire à la prochaine session la décision de faire en sorte que l'agence rentre disons que le traité rentre en force et que le traité rentre en vigueur. Je vous laisse. Merci. Merci beaucoup. D'abord à tous les participants, je présente les excuses au nom de la RDC pour cette connexion en retard. Je suis moi-même en itinérance dans une des provinces du pays pour apporter appui aux différentes structures de santé par rapport à la riposte de la COVID-19. Vous savez que nous avons lancé la 3e vague de la COVID-19 en termes d'interpeller la population et nous avons pris des mesures qui ont demandé que nous puissions faire la tournée au niveau de la province. En réalité, l'Agence africaine pour le médicament tombe à point nommé parce que nous savons qu'en Afrique, la morbidité, la mortalité élevée, les deux conjugués sont dus à des maladies évitables. Ces maladies évitables, finalement, nous voyons que c'est dû à des différences du système de santé, à plusieurs niveaux, à des insuffisances de ressources et également à une faible disponibilité des médicaments de bonne qualité. C'est en se référant sur cette faible disponibilité en médicaments de bonne qualité que nous pensons vraiment à propos qu'il est important que l'Agence africaine pour le médicament prenne son envol, car ça va avoir des effets, à notre avis, sur la réglementation des produits pharmaceutiques sur le continent. Cela constitue un volet essentiel dans l'amélioration de soins de santé. Et également, l'Agence africaine, dans son rôle de réglementation au niveau du continent, pourra contribuer à la productivité sociale et économique de nos populations. C'est pour ça qu'un réel plaidoyer doit se faire pour la sensibilisation permanente que nous devons mener au niveau des États membres, comme vous l'avez dit avant dans le propos, pour que
l'actuel traité soit ratifié. C'est important. Ça va contribuer à la réglementation, ça va diminuer l'impact sur les maladies que nous appelons évitables. Et ça va permettre un système de réglementation continental qui va profiter aux patients, aux régulateurs et au système de santé. Voilà un peu pourquoi nous disons qu'il faut que nous poussions les pays à ratifier ce traité et c'est important. Mais en réalité, l'Agence africaine pour le médicament, s'il a ce mandat, il s'acquittera de plusieurs choses. Il va s'acquitter de ce mandat en coordonnant et renforçant les initiatives visant à harmoniser les réglementations des produits pharmaceutiques sur le continent. Il va également favoriser les orientations et également compléter et renforcer les efforts de communautés économiques régionales et des États membres. L'agence va également contribuer à augmenter l'accès des médicaments sur le continent. Pour la RDC, mon pays, l'Agence africaine pour le médicament sera le catalyseur d'une surveillance renforcée de notre réglementation. Et ce rôle de catalyseur va nous permettre de lutter contre la contrefaçon. Vous savez, de 60% par exemple des médicaments contrefaits dans notre pays et c'est énorme. Et nous vraiment comptons sur l'agence pour renforcer la réglementation, lutter contre la contrefaçon, promouvoir la compétitivité des médicaments produits localement. C'est important. Dans notre pays, nous avons 24 industries de production locale, 75 importateurs de médicaments et 13 486 pharmacies identifiées. C'est un grand marché dans le secteur de médicaments. Cela veut dire qu'également il y a des défaillances dans la réglementation. D'où le grand intérêt de l'Agence africaine pour le médicament. Ainsi, l'Agence africaine pour le médicament à notre propos assurera la promotion de l'appui technique et des compétences de divers pays. Également pourra mobiliser des ressources conséquentes, efficacement, que si chaque pays devrait faire cet exercice tout seul. Mais à ce niveau, il faut de rappeler que l'Agence africaine pour le médicament ne va pas se substituer aux réglementations, aux autorités nationales de la réglementation pharmaceutique, ni aux autorités régionales de la réglementation pharmaceutique. La RDC, effectivement, n'a pas encore signé ni ratifié le traité, mais le dossier est sur la table du gouvernement par l'intermédiaire de mon ministère pour que ça soit rapidement analysé et envoyé au niveau de notre Parlement et pour que nous soyons aussi en règle par rapport à d'autres pays. Si nous appelons à ratifier, nous devons aussi donner l'exemple et raison pour laquelle je pense que l'agence a un intérêt énorme en termes de régulation et nous adhérons et nous appelons tous les pays à signer et à ratifier ce traité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je serai bientôt avec vous à Kinshasa et je pense que ce sera une opportunité pour chacun d'entre nous de travailler conjointement pour faire en sorte qu'on puisse pousser cette ratification qui est tellement importante parce que le fait que le président Tshisekedi soit le président de l'Union africaine, ça donne un exemple très fort. Certainement, ça aide à avoir, disons, une crédibilité plus forte sur tout le processus que de savoir que lui-même, en tant que président, son pays a signé et ratifié. En tout cas, merci pour l'intervention et je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on arrive à réduire la fragmentation et qu'on utilise certainement cette agence comme un point d'entrée pour mieux harmoniser nos efforts de recherche et surtout ne pas aller vers une duplication. Cette agence doit se bâtir sur tout ce qui a été déjà fait au niveau national des autorités et ne pas vouloir se substituer à ces autorités-là, plutôt les renforcer lorsque cela est nécessaire. Mais je crois que vos points sont très clairs
et nous sommes ensemble et à bientôt. Et je vous remercie vraiment et bon courage dans tout ce que vous êtes en train de faire dans ce grand pays qui est un peu le mien. J'ai commencé ma carrière internationale il y a 40 et quelques années chez vous et chez moi. Merci. I would like now to give the floor to my sister Hala, Minister of Health and Population of Egypt. I don't know if she is online. Yes, I'm online. Hi. Oh, Hi, I'm my so brother. I'm so happy to happy see you. to see you. Oh, I miss you so much, Dr. Michel. Me too. I am so happy. So I want just, I don't want to really ask you any difficult question because I know we started also this whole debate together. And I remember already the first discussion we had around the local production, how to really make sure that we can build on what has been done in Egypt, the pharma industry, which is well established. So I want just to know from your point of view, what we can do to really improve the relationship between the cooperation, which is existing already between Egypt and AMA, to help really this agency to fulfill its mandate, because I think our mission, including when Egypt will sign and ratify. Yeah. I'm coming soon to see you. Thank you very much. Thank you, Dr. Michel. I miss you so much. Thank you Me too. for this unique invitation. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Philip, Greg, and Quality, thank you for this very important event. Actually, at the beginning, I want to highlight that Egypt has witnessed radical changes in recent years, especially in the healthcare sector, as an essential pillar for national prosperity, and has put the pharmaceutical sector on the top of agenda. And I want to assure that Egypt will spare no efforts in providing support technically and financially to support the AMA to reach its goal in all countries. And we soon, Dr. Michel, we will sign, we just received the approval from His Excellency, the President, to sign on the AMA, and we will sign within few days and will send the approval officially. I would like also to highlight the following success pillars and ensure our great willing to extend the same efforts anywhere. Launching of one of the largest public health campaign ever in the world, which is 100 million health initiative under the patronage of the President Sisi. A lot of initiatives integrated under this umbrella. One of them is hepatitis C eradication, non-communicable disease screening, women health, and early screening of breast cancer, children health, early screening of renal failure, and the screening of pregnant women that targets elimination of vertical transmission of diseases. We would never achieve these very important initiatives unless we have our strong pharmaceutical industry who provided us with very decent, qualified, and with low price medicines. After the hepatitis C campaign, and after Egypt was the highest prevalence countries in hepatitis C, and after the campaign, we will be the first hepatitis C country declared from WHO soon. Additionally, ratification is of a new universal health insurance law to guarantee achievements of health coverage for all residents in Egypt. The establishment of Independent National Authority for Medicines, EDA, or Egyptian Drug Authority, that focused on development and facilitation, registration, and the legalization of the dynamics of pharmaceutical manufacturing, and monitor medicines, vaccines, and medical supplies to ensure the delivery of high-end quality medical products to our nation. The well-developed integrated system helped up to fulfill the national market needs of vital medicines and medical supplies in the
crisis of pandemic among the pandemic crisis, and actually we are producing more than 90% of our medicines and supplies, and we now a few days before produce the first vaccine in Egypt for COVID-19. Egypt did not hold back on sharing its successful experience with all its neighbors and replicating the success to help other countries in addressing their health gap through implementation of rapid, efficient, and cost-effective interventions in different African countries. And in this regard, that we are about to launch an initiative with the World Economic Forum called Finding the Missing Millions to support countries all over the world to eliminate hepatitis C and B. Egypt has also been one of the largest supporters of the establishment of the AMA, with the uprising challenges and the gaps being identified during the COVID pandemic. The enforcement of AMA become more urgent like never before. We have to work securing the success of the access to vaccine, treatments, diagnostic tools, and other health technologies. Under the umbrella of AMA, we would like to have a framework that would regulate the technology transfer and share of experiences in medical production, as well applying good manufacturing practice and the exchange of knowledge with will participate in development of strong regulatory systems across the continent that will be capable of stop dealing with the counterfeit and low quality medical products. As we are witnessing a delay in the delivery and rolling out of the COVID-19 vaccine, especially in Africa, this urges us to act rapidly towards realizing our local production capabilities and expanding our manufacturing capacities, and we can greatly support the raising capacities for accreditation process of local factories, not only in vaccines, but also in raw materials, APIs. In this regard, I would like to highlight the local manufacturing in Egypt has helped us to cover our needs in treatment protocols of the pandemic and support our neighboring countries. More than 30 countries, we provided them in our continent with different types of medicines and supplies amid the pandemic COVID-19. We can also support creating a sustainable platform for training and enhancement of technical and scientific capabilities and conducting research for Finally, thank you for my participation in this unique event, and I hope to work with all of you for the next step. Thank you, Doctor. Thank you very much. As usual, very good presentation and showing the whole result from the great work done in Egypt. And I am so happy that we will probably, when we will be there, we will have already the treaty signed, even maybe ratified. But what you are saying is very important. How to secure vaccine, how to make sure that we can really create an environment also for transfer of technology, good practices, and learning from what is happening. And that's why I think we will have a chance to listen to Mrs. Emer, who soon who will be sharing the experience of European Agency of Medicines. Now I want to give a floor to my brother from Dr. Arlindo from Cape Verde. And I want really to start by asking you, mon frère, quelles sont les aspirations et les attentes du Cap Vert concernant l'amélioration de l'accès à des médicaments de qualité sûrs et efficaces grâce à l'établissement de AMA? Et bien sûr, je vous pose la même question. Quand est-ce que le Cap Vert va signer, ratifier et faire donc du Cap Vert le premier pays lusophone à avoir ratifié AMA? Minister Arlindo. Muito boa tarde a todos. My brother, how are you?
Começo por cumprimentar e agradecer pelo convite para integrar este distinto grupo de painelistas no debate de uma temática de grande importância para os países africanos e para o continente como um todo. As inspirações e expectativas de Cabo Verde para um melhor acesso a medicamentos de qualidade, medicamentos seguros e eficazes, diria que são expectativas grandes. Cabo Verde, como um pequeno estado insular, com pouco mais de 500 mil de habitantes, já possui uma indústria farmacêutica nacional que produz uma gama relativamente extensa de medicamentos essenciais, que cobre cerca de 30% das necessidades do consumo interno. Entretanto, os 70% que devem ser importados, geralmente da Europa, do Brasil, existem muitas dificuldades associadas ao próprio processo. Por outro lado, existe uma capacidade da indústria nacional de colocar os seus produtos nos mercados do continente africano. Uma vez mais, existem grandes dificuldades porque não existe um órgão regulador de medicamentos e outros produtos de saúde para facilitar os processos, um órgão a nível do continente. Com a criação da Agência Africana de Medicamentos, os medicamentos nacionais ganharão dimensão continental. Isto tem dois sentidos. Um acesso efetivo dos pequenos mercados a um mercado continental para suprir as suas necessidades, um acesso das pequenas indústrias nacionais ao mercado continental para colocar os seus produtos e, com isso, ganhar uma dimensão e fortalecer o seu estabelecimento. Esses dois fatores têm um importante significado. A melhoria do acesso a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, porque são avaliados por entidades conjunta e regulador de medicamentos que suportam a Agência Africana de Medicamentos. Por outro lado, Cabo Verde faz parte dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. E todos os estados enfrentam desafios de desenvolvimento únicos, que derivam de fatores tais como isolamento relativo ou localização remota, mercado de pequena dimensão, recursos e bases de exportação limitados, suscetíveis a choques económicos externos. Nós estamos num processo, e inclusive em 2020, os ministros da saúde dos estados, pequenos estados insulares, assinaram um acordo para a compra, aquisição conjunta de medicamentos. A concepção e implementação dessa estratégia foi considerada por todos os ministros de saúde como uma aposta oportuna e uma oportunidade singular para a criação de um mercado de aquisição de medicamentos comum para a promoção da indústria farmacêutica nos nossos países, com ganhos a nível de posicionamento estratégico para a celebração de parcerias bilaterais e multilaterais para a aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Acreditamos que este acordo irá permitir a união de esforços para tornar economicamente mais acessíveis e mais rapidamente disponíveis os medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Para além da redução dos custos através de economias de escala. No caso dos medicamentos, a aquisição conjunta permitirá aos integrantes harmonizar os sistemas de gestão de medicamentos, melhorar a qualidade e o desempenho de fornecedores e reduzir a carga de trabalho. A Agência Africana de Medicamentos irá, pois, permitir a unificação dos critérios de gestão desses medicamentos no continente, melhorar os sistemas de governação regulamentar, intensificar a colaboração, harmonizar normas e favorecer a implementação de atividades regulatórias conjuntas. Daí que os pequenos estados insulares só têm a ganhar com a criação da Agência Africana de Medicamentos. Nós aqui em Cabo Verde, segundo também informações do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós em breve iremos ratificar o tratado que cria a Agência Africana de Medicamentos. Muito obrigado pela vossa atenção. Merci, obrigado, my brother. Je suis très content de vous avoir, mais tu n'as pas répondu à ma question.
quand est-ce que le Cap-Vert va signer et ratifier l'Agence africaine du médicament. Mais ceci étant dit, la présentation était très bonne comme d'habitude, mettant l'accent sur, bien sûr, les produits pharmaceutiques de bonne qualité, la mutualisation, travailler beaucoup plus en harmonie avec les uns et les autres, faire en sorte qu'on n'aille pas vers des duplications, essayer de voir aussi ce qu'on peut apprendre d'ailleurs et l'amener pour pouvoir l'améliorer. Donc, je crois que tous ces points rejoignent un peu les questions de fond qui se posent à nous. La recherche et le développement aussi, et donc la régulation, l'absence de fragmentation, ce sont des points qui vraiment nous tiennent à cœur, mais je tiens à ce que le Cap-Vert soit le premier pays lusophone à ratifier et à signer. À signer et à ratifier. Je voudrais profiter de... You want to say when you will ratify? OK. Je voudrais profiter de cette occasion aussi pour dire vraiment merci à Madame Emer Cook. Thanks a lot for taking your time to come to join us today in this meeting. And I would like just to say that it's so important for us to not reinvent the wheel. Le fil à couper le beurre existe depuis longtemps. Oui, c'est bien vrai. Donc, je voudrais vous demander de partager avec nous votre expérience, de faire en sorte qu'on puisse tirer profit de tout ce que vous avez déjà appris et comment on pourrait dans le futur mieux travailler ensemble. Et je sais que Peter Piot, mon ancien patron et mon ami, voulait vraiment qu'on puisse se parler, mais comme vous avez pu le constater, je suis par Mons et par Vaux, je cours un peu partout. Mais dès qu'on aura les ratifications, je vais m'organiser pour cela. Mais en tout cas, merci pour les organisateurs d'avoir facilité cette rencontre. Vous avez la parole. Merci beaucoup et c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Mais je vais continuer en anglais parce que c'est plus pratique pour moi. Really, I'm delighted that you put together this event and you've got such a high level participation because it's such an important and ambitious project. The African Medicines Agency is a project that we must support. We have years in the European Union of helping countries work together. We are reaping the benefits of this collaboration based on strong regulatory harmonization. And we are committed to do our utmost so that we can see the benefits for all African countries. The EU model is, of course, an excellent fit for the AMA, but of course, EMA and the EU regulatory network were not established in one day. The European system has significantly evolved over the last 5 decades. From cooperation to collaboration to working within a unique set of laws, regulations, processes, and scientific standards. Today, it's a success story. It's a reference model. It's demonstrated its resilience during the COVID pandemic. We've demonstrated resilience during Brexit, and we've had a number of very important challenges that have shown how important it is to have this cooperation and trust. I mentioned trust because I think the fundamentals of cooperation are based on trust and collaboration. And I think we must acknowledge that achieving this trust has not always been immediate, but it's built by partners progressively. And to start anything like the AMA or 26 years ago, the EMA, you had to have a dream. You had to have a project. And I see great similarities with where we were a couple of years ago with the African Medicines Agency. The work on African medicines regulatory harmonization, which paves the way for the AMA, has progressed very well, and we can be very optimistic. And with the political engagement and willingness of all of you today, we can only expect success. I have to salute the initiative of the International Association of Patients Organizations because patients are our strong
and essential stakeholders. Patient engagement will steer the AMA in the right direction to serve all African patients across the continent. We know in Europe from our long-standing experience of working with patients that this collaboration is a catalyzer for delivery of meaningful medicines to patients. Building manufacturing capacity in Africa is also necessary. We've all seen during COVID-19 the vulnerability of global supply chains and the need to ensure that high quality medicines and vaccines can be delivered locally. Avoiding shortages, preventing the distribution of falsified medicines require a strong regulatory framework, collaboration and transparency. And I'm really heartened by the plans I hear to produce mRNA vaccines in Africa. And this is another area where EMA and AMA could work together from a regulatory perspective. Now, let me give you some ideas of how EMA can help and contribute to the development of AMA, to how we can help to build regulatory and scientific capacity and to support regulatory reliance. We're already providing support to many African regulators through capacity building, through sharing our EU network experience and providing training on medicines regulation. We've been actively collaborating with bodies such as AVRF, the African CDC, Gavi, and of course WHO. We support all the proposals for centers of excellence for pooling of expertise, because these are things we do in Europe. Based on our EU network experience, this is how to make things happen. We have to make sure that no country is left behind. Our experience on joint assessments, I think, is an excellent tool to help for capacity building. And I wanted to tell you a little bit about the model we used for the Ebola vaccine. For the first Ebola vaccine, we used the centralized procedure, but also with some of the benefits of our special European procedure, the so-called Article 58, or EU Medicines for All procedure, which helped us to bring regulators from target countries and experts to work together with us. You may not be aware, but WHO organized a meeting in Rwanda where the assessors and the heads of agencies from 16 African countries met with our EU assessors and discussed the questions and scientific issues that have been raised during the evaluation. And this was really a collaborative effort to reinforce the systems in African countries and allow an exchange on the scientific issues. And it really turned into a landmark experience. We had pre-qualification within 48 hours of the EMA decision and many local approvals within 60 days of that. Now, I mentioned our unique European procedure, the Article 58 procedure, which is also now called EU Medicines for All, because this is a wonderful tool which can help in the context of AMA to build capacity by allowing us to involve both the national regulatory authorities and the disease experts in our scientific committees. We have already 11 positive opinions, all using international standards. And these opinions have had a significant public health with more than 140 marketing authorizations worldwide, including more than 75 approvals in African countries. We're also continuing to build on our collaboration in the context of the COVID-19, and we have developed a project, an initiative which we call OPEN, which allows regulators and representatives from WHO to join actively the work of our scientific committees. And this has helped to facilitate approvals and emergency use listing. And I give you the example of the AstraZeneca vaccine, which was listed by WHO, and within 1 month was already authorized by more than 100 countries. So there's lots of work ongoing
where we can use the experience that we have gained in working together to allow us to contribute to a basis for more experience with African countries. And of course, we're contributing to the European Commission's plan to develop manufacturing capacity in Africa. And this is within the Directorate on International Partnerships. So I'm really pleased to confirm that EMA will continue to support the future African Medicines Agency and the African Medicines Regulation Harmonization Initiative. We want to build on our network experiences, and we want to share and build on these together. Thank you very much. Thank you very much, and I appreciate a lot your comments, and they are welcome, and thank you for taking time to share the lesson you learn. And you use a few words which are very important for me, is cooperation, and you have to know that it took time to be where we are. We have been building block by block, and also a relation with patient. All those key words, trust, which are very important. If not, the credibility will not be there. But in practical way, you talk about capacity building, training, seeing how we can really take advantage of center of excellences and build some kind of models which will help us even to go to scale, joint assessment, collaboration effort to discuss on scientific issues. And I think many of those areas which will be critical for us when we will just have a ratification process finished. We will certainly call on you again with Margaret and others to really sit around the table to discuss more and see what could be the next step for us. Thank you very much, Mrs. Emer, and see you soon, because probably I will come to spend time with you there. I know you're very busy, me too, but we will find time. Thank you very much for your words and your encouragement. And it's key, like you said, the African Medicine Agency is really, this discussion is timely and is topical. And I fully agree with you. So I will ask to Karim, my brother, to really take the floor. I think, Karim, if you can make me saving some time, it will make my life easier. But can you share the global pharmaceutical industry perspective? Thank you, brother. Honorable guest and honorable panelists, I'm really delighted to be here, and I will save 3 minutes for my friend, Michel Sidibé. Thank you, bravo. My pleasure. The African Medicines Agency, we can only echo the fact that it will contribute to regulatory harmonization across Africa to enable collaboration, work sharing, and the use of reliance procedures, which will mean a win-win for national regulators, patients, and industry. The AMA is also, and will be also, the pillar of the UHC in Africa. The UHC cannot be reached if AMA will not exist very, very, very soon. As also mentioned, a strong, unified regulatory system could contribute to fight falsified product and to bring high quality, safe, and innovative products to the market. I think the future generation will never forgive us if we don't succeed quickly and fastly in making this agency alive. We hope we are reaching a tipping point on establishing AMA and hope to see significant progress in the ratification process before the end of this year, and I'm sure that you will succeed, Michel. Thank you very much. Thank you very much, Karim. You could not do better for me. We miss each other in Tunisia. It was a pity.
But I think you bring something new in the debate, which is so important for us. It's just to help us reflect on the reason why we are doing all this. Is to really make sure that it become a pillar for universal access coverage. If it's not that one, I think to reduce inequities, to make sure that people could be having access to a medicine of quality, I think it will become a bureaucratic exercise, which will not be what we want. So thank you again. I will just move to Mrs. Busy Bright. And I want to say thanks really to IAPO for their commitment from the beginning for African Medicine Agency. And I want to really ask you what will be the role, the perspective of a potential role of civil society. For us, it's critical. My experience have been showing me that if it's not owned by people and they don't understand, even fighting of a fake substandard medicine will not become a reality. You can put all the things, but if you don't have the patient group inside, like it was mentioned by also Mrs. Emmer, the reality will be that we will have again regulation. We will put a lot of norms and things outside, but so you have the floor. Thank you very much. I stand by existing protocols. I'd like to thank the Honorable Minister of Health and Social Affairs of Mali, Mr. Michael Sidibe, for the opportunity. He was also actually appointed the Special Envoy of the African Union for the establishment of the AMA, the African Medicines Agency. So it's actually, this is his special baby. I want to thank you in particular, Honorable Minister. I also want to thank the other Honorable Ministers of Health for their very, very inspiring lectures today, taking us towards the realization of AMA. I want to thank IAPO, the International Alliance of the Patients Organizations, for the privilege to represent them here today. Now, talking about the civic society and the role of the CSOs in the establishment of the and running of the African Medicines Agency, I'd like to implore the honorable ministers here present today to help us to support a regulatory mechanism that would ensure that patients and the patient's voice have a place in the running of things. And African patients need to be recognized as part of this agency. Like you said, Honorable Minister Sidibe, the patient, without the patient, nothing really can be done. And of course, the IAPO has a phrase which says, nothing for us without us. That's the global patient voice all over the world. And so we're really happy in the civic society that this is recognized, that nothing for the patient without the patient. And so we implore the honorable ministers to please jointly look at how AMA can make room for patients so that the patient's voice is well taken care of. And before I conclude, I'll quickly quote one or two things that Emma Cook said just now. In fact, I had to pencil down a very short phrase, which was very powerful, that she mentioned. She says, this collaboration is a catalyzer. That's the collaboration between the European Medicines Agency and the African Medicines Agency that will be born. Is I would say is already born. You know, this collaboration is a catalyzer because she's talked about several things that they're doing already, which will continue, and other greater things that will come. And Karim also mentioned that we need this strong, unified collaboration. It's a unifier, it's a catalyzer. Those are the key words that we need to look at, and will encourage us to go on with the collaboration. But in concluding, I'll quickly urge the honorable ministers here present to please appeal to all ministers of health
in the continent to please join us in ratifying the treaty. Because once the treaty is ratified, we have enough countries ratifying this treaty, then AMA will be a reality. And I also want to thank everybody that has contributed one way or the other in making sure that the civic society has a role to play, and we bank on our honorable ministers to please make this a reality for us by entrenching this in the regulatory mechanism establishing the treaty. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I fully agree with you. Collaboration as catalyzer, unified collaborating mechanism, which will really help us to save time, energy, and return on our investment. And also, and don't forget to make sure that the African patient will be at the center of whatever we will try to do. When we talk about regulatory, we talk about putting norms and orders in place. Thank you very much, and for your advocacy you're doing to help me to make sure that the ratification could be a reality, and AMA also. Thank you. So now I will move quickly to give, it is a special part that we finished with our panelists, but just to give different perspective, I would like just to make sure that we will ask Professor Bushra Meda to just be able to really give us her perspective on what is happening in Morocco. And you have a floor, Professor Bushra. You have 4 or 5 minutes maximum because we need to move to the questions. Yes, you have 5 minutes. Professeur Bushra, oui. You have 5 minutes. Merci. Vous avez 5 minutes, Professeur Bushra, parce qu'on doit passer aux questions. Monsieur l'envoyé avec nous. Merci. Monsieur l'envoyé spécial de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la directrice générale de l'Agence européenne du médicament, Messieurs les directeurs généraux de l'IFPEMA, l'ELEM et l'IAPO, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, le Royaume du Maroc exprime ses félicitations pour les organisateurs de cette importante manifestation et affirme haut et fort son total engagement dans tout ce qui peut aider à améliorer le développement de notre continent et garantir la sécurité sanitaire pour la population africaine. Le médicament constitue un produit stratégique en matière de santé publique pour le développement des nations, puisque l'accès aux soins en général et aux médicaments en particulier font partie des droits de tout citoyen. Ainsi, une réglementation efficiente et une industrie pharmaceutique performante sont la clé du succès pour chaque pays aspirant à sa souveraineté pour pouvoir offrir à sa population des médicaments accessibles et de qualité. Au Maroc, la première loi qui a encadré le secteur pharmaceutique a été publiée en 1960 et instauré des mesures stratégiques. Elle a été suivie en 2006 par la loi 1704 portant code du médicament et de la pharmacie. Cette dernière est régulièrement actualisée, renforcée par des textes d'application pour s'aligner aux normes et aux réglementations internationales. L'industrie pharmaceutique marocaine est considérée parmi les plus avancées au niveau du continent africain grâce à son histoire de plus de 60 ans et à sa capacité d'approvisionner le marché en médicaments de qualité. Elle est classée au meilleur rang à l'échelle du continent et assure une production locale qui permet de couvrir environ 80% des besoins du pays en volume. L'équivalent de 12 à 15% de cette production est destiné chaque année à l'export au niveau international et plus particulièrement en Afrique. Le savoir-faire acquis par l'industrie pharmaceutique marocaine sur des décennies lui a permis aujourd'hui de produire non seulement des formes galéniques conventionnelles, mais également les produits innovants comme les biosimilaires, les seringues pré-remplies, les aérosols, les poches pour alimentation parentale. Grâce à sa position géostratégique, le Maroc s'est toujours inscrit dans une démarche d'ouverture sur l'international en signant plusieurs accords de libre-échange, en plus particulièrement avec les États-Unis d'Amérique et avec l'Union européenne. Aujourd'hui, le Maroc dispose de plusieurs atouts qui lui confèrent une position confortable pour faire partie des leaders du continent africain
pour tout ce qui se rapporte aux médicaments depuis sa fabrication jusqu'à sa dispensation, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. Nous pouvons citer à cet effet quelques exemples non exhaustifs. L'approvisionnement du marché pharmaceutique et la disponibilité des médicaments de qualité constituent un des points forts du Royaume du Maroc. Et en effet, ceci est rendu grâce à un cadre réglementaire efficient, une industrie pharmaceutique performante et un réseau de distribution et plus de 12 000 pharmacies réparties sur tout le Royaume. Le laboratoire national de contrôle de médicaments a été crédité par la Direction européenne de la qualité de médicaments dès 2007 et par l'OMS dès 2008. Ces certifications ont été périodiquement renouvelées et confirmées jusqu'à ce jour. Le Centre national de pharmacovigilance fait partie des 3 centres collaborateurs de l'OMS dans le monde. Il partage en permanence son expertise au niveau africain en ayant mis en place les cours francophones de pharmacovigilance dont bénéficient des dizaines de cadres de plusieurs pays amis de plus de 12 ans. Le Maroc a créé son premier centre de bioéquivalence pour les médicaments génériques en 2015 et d'autres projets sont actuellement en cours. En juillet 2021, le Parlement marocain a approuvé la loi concernant l'usage thérapeutique du cannabis et un projet de production pharmaceutique des médicaments à base de cette plante est actuellement en cours dans le cadre d'un partenariat RD entre l'industrie, le ministère de la Santé et les institutions universitaires. Par ailleurs, l'avènement du Covid-19 début 2020 a bouleversé le mode de gouvernance sanitaire et nous a incité à réviser et à mettre à jour notre politique pharmaceutique nationale en collaboration avec l'OMS. Malgré la gravité de cette crise sanitaire sans précédent dans l'histoire récente de l'humanité, le Royaume du Maroc, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, a pris de façon préventive des décisions pertinentes et courageuses qui lui ont permis de gérer au mieux cette période et qui ont fait de lui un exemple plébiscité au niveau de la région et du continent. Ainsi, d'autre côté, concernant la vaccination anti-Covid, le Maroc a participé... Le Maroc a participé dès le début de la pandémie aux études cliniques multicentriques de phase 3 du vaccin Sinopharm grâce à ses réglementations dans le domaine de ses infrastructures. Notre pays a été félicité également par l'OMS parce qu'il a pu démarrer la vaccination de la population en étant parmi les 10 premiers pays au niveau mondial. Et il n'a échappé à personne la fierté du Maroc de ses racines africaines et son implication depuis plusieurs années dans un partenariat sud-sud de plusieurs domaines. Le gouvernement marocain a adopté la loi portant création de l'AMA et convaincu que c'est le seul moyen pour notre continent de progresser sur le plan sanitaire en intégrant tous les pays. Et s'est toujours engagé au plus haut niveau à partager son expertise et apporter toute sa contribution pour aider à la lutte contre la contrefaçon et faire en sorte que les citoyens africains accèdent à des médicaments de qualité. Notre pays adhère totalement à l'esprit de l'AMA et soutient fortement le principe de la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché et des rapports d'inspection une fois l'ensemble des gradients sont réunis. Le partage d'expérience et d'expertise dans les différentes nations africaines dans le domaine du médicament est plus que jamais une nécessité de notre continent. En espérant que l'Agence africaine du médicament soit opérationnelle dans les meilleurs délais, veuillez croire, mesdames et messieurs, et honorable assistance, en l'expression de mes vœux les plus sincères pour sa pleine réussite. Fin du discours du professeur Khalid Aitab, le ministre de la Santé du Royaume du Maroc. Merci beaucoup, professeur. Excellente présentation, comme d'habitude. Et nous sommes très contents de la ratification du traité par le Maroc. Et l'expérience que vous partagez actuellement, j'ai eu la chance de visiter et de voir les centres, que ce soit de pharmacovigilance, que ce soit de bioéquivalence, que ce soit l'agence marocaine du médicament. Et je pense qu'il y a des expériences sur le continent qu'il faudrait mutualiser et votre expérience en fait partie. Et je voudrais passer la parole à Anna Maria rapidement pour faire la synthèse sur les questions et revenir rapidement sur les discussions avec la plénière. Encore une fois, merci pour tous les panélistes et comme l'a mentionné les uns et les autres, c'était vraiment un panel de très haut niveau. Thank you very much, Mr. Sidibe. So we have a few questions from the audience. The first question is for you, Mr. Sidibe. Based on the most recent events, how soon do you think you can get to the magic number of 15 ratifications? And once you get there, can the Africa Medicines Agency really swing into action? Finally, what is being done to convince some of the really big African countries who have so far seemed hesitant? Very good questions, and I want to just very good question, and I want to reassure them that we are really progressing. Our strategy was to go for
different regions, to balance the region, to make sure that we can have a low-hanging fruit so we can get quickly the 15 countries. So we will be able to put this treaty into force. Now we are almost there. I am sure by next meeting of African Union, we can come and present to the leaders that we managed to have 15 countries. But what is very important meantime is to work with also other countries. We don't think that we have big and small countries. What is important is to make sure that we bring all the energy around this agenda. So now we will be going to Egypt, we'll be going to South Africa, we'll be going to Nigeria, and we'll make sure that also Ethiopia I visited, and different DRC, we will be going there. So we will try to make sure that at least all those countries you are thinking about will be part of the process. And when it will be ratified, like you heard today, the discussion of today was a little bit about that, is to make sure that we can learn from different experiences and not to lose time, and make sure that we can bring all different partners to implement quickly and make sure that the agency can start. You heard Margaret, we will be in South Africa soon to have a meeting with NEPAD and Mayaki, Margaret, and to see, okay, what's next we need to do. So not wait, we have the 15 and we don't know what to do. So we are already working on those phase 1, phase 2, phase 3, but my objective is to make sure that this agency become quickly a reality for Africa. Thank you very much. And we have a follow-up question on that, Mr. Sidibe. So on what criteria and what will be taken into consideration to decide where the agency will be located? You know, I said I've been almost now in 15 countries, and I've been traveling a lot non-stop for 1.5 months. But each of those countries who have been ratifying already or thinking hosting this agency, we will have a criteria coming from Commission, and which will define the key issues which need to be addressed to be able to be eligible for hosting this agency. And then the decision will go to the assembly, and is a head of a state which will who will decide if we need to which country will be the one who will host. So meantime is not really part of my job. My job is to make sure that we can really get quickly this ratification process to the end. Thank you very much. Our next question is for Dr. Sigonda from AUDA NEPAD. How will the African Medicines Agency foster regulatory reliance? And could you advise on the expected timeline for mutual recognition of registered medicines across Africa for African manufacturers? Thank you for that very good question on reliance. If you listened to my submission initially, I mentioned about the work that we are doing under the African Medicines Regulatory Harmonization Initiative. Reliance is the core pillar of that, collaboration, reliance, and harmonization of regulatory standards. And so these are the pillars that were built into the process. And even mutual recognition was actually expected to be an outcome, the long-term outcome of the regional harmonization processes. It's just that it takes time to get to that, because what you do, you have to make sure that through harmonization of these technical requirements and regulatory standards and practice, you build trust. Trust is very key in coming up with mutual recognition procedure. So we actually, I think initially we were very ambitious. We gave ourselves like 5 years, during the timeline of the project that would have, gotten into mutual recognition. It didn't work. So we are hopeful that once AMA comes into force,
it will be able to really take on those elements that are still remaining under the MRH initiative to ensure that we get into the mutual recognition procedure. Thank you. Thank you very much. Our next question is for Emer Cook from a patient advocate in the audience. So how can the EMA and the AMA cooperate in the area of clinical trials? So thank you very much for this question. And I just want to say that we're already collaborating with a number of initiatives on clinical trials with African regulators, particularly in the context of the African Vaccines Regulatory Forum. So we can use forums such as this to build on the collaborative activities that take place, to share our experiences and to help us to work on training and capacity building initiatives. But I think you should be heartened by the fact that there's already good discussion and collaboration in the context of clinical trials, particularly on vaccines in the AVRF forum. Thank you very much. Monsieur Sidibé, maintenant nous avons une question générale adressée au panel. Donc, si vous voulez l'adresser à des speakers en particulier, n'hésitez pas. Donc, la question est comment est-ce que Madame Maria, oui. Bientôt, je vais devoir partir pour la rencontre avec le Premier ministre. Donc, posez la question et je vais certainement donner la possibilité à un des panélistes d'y répondre. Parfait, merci beaucoup. Donc la question porte sur l'activité de l'AMA pour la lutte contre les médicaments de contrefaçon. Bon, moi, je pense que celui qui veut prendre la parole peut la prendre parce que tous ont pratiquement parlé de cette question qui est une question centrale aujourd'hui. Comme je le disais, on a pratiquement 20% de faux médicaments ou de médicaments qui ne sont pas de bonne qualité et certains pays, même 40%. On a entendu le ministre de la République démocratique du Congo utilisant même des chiffres qui sont plus élevés. Donc, je pense que c'est une question de fond. Si on ne transforme pas l'écosystème, si on n'a pas de mécanismes de régulation qui nous permettent, ça ne va pas nous aider ni pour la production locale et ça ne va pas nous aider non plus pour éviter que justement nos populations soient victimes de faux médicaments et qui conduisent malheureusement à des décès qui pourraient être évités. Mais je laisse la parole à la personne qui aimerait répondre sur cette question-là. Oui, merci, M. Sidibé. Pour moi, la lutte contre la contrefaçon, le rôle de l'AMA, ce sera justement de créer le cadre réglementaire qui pourra assurer justement la traçabilité du produit et la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique. Je pense que ce sont des éléments fondamentaux qui doivent passer justement par la mise en place justement de l'harmonisation réglementaire et qui permettront au pays d'avoir les moyens réglementaires de lutter contre les marchés informels. Et pour lutter contre ces marchés informels, c'est eux qui nourrissent très souvent. Il y a d'un côté les médicaments de mauvaise qualité et là-dessus, l'AMA jouera forcément un rôle fondamental en mettant en place des moyens d'inspection, de contrôle qualité, d'équipement des laboratoires de contrôle dans les différents pays. Ça permettra effectivement de régler cette problématique. Mais d'un autre côté, nous avons aussi tout le côté informel qu'il faut gérer à travers justement la mise en place d'un circuit pharmaceutique digne de ce nom. Dans certains pays, il faut que la distribution, la production, l'importation soit réellement cadrée avec aussi des efforts logistiques, une mutualisation des efforts logistiques, qui a une grande problématique logistique dans un certain nombre de parties de notre continent qu'il faut absolument régler. Donc, l'AMA jouerait un rôle en amont en mettant en place les outils réglementaires qui permettraient d'harmoniser et de permettre d'assurer la qualité des produits en assurant la traçabilité des produits et la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique.
Merci pour l'intervention. Qui voudrait prendre la parole? Oui, Michel, si je peux le faire. Bien sûr. En fait, pour renforcer le message du ministre Ben Mohamed, ce que je pourrais dire, c'est que l'un des éléments clés de la lutte contre la contrefaçon des médicaments falsifiés est l'échange rapide d'informations. Donc, une plateforme centralisée au niveau de l'AMA, avec une réglementation bien en place, permettrait très rapidement de donner des informations et lutter de manière appropriée contre ces mouvements de produits falsifiés ou alors de produits de très mauvaise qualité. Moi, je m'excuse, je dois quitter. Je viens d'envoyer un petit message pour remercier tout le monde et les participants et bien sûr les panélistes pour votre temps. Et je pense que c'est une réunion qui était nécessaire, qui va nous aider à aller de l'avant et surtout, elle était stratégique. Elle permettait de savoir un peu ce qui se passe un peu partout et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire dans le futur pour aller rapidement vers la mise en place de cette agence. En tout cas, encore une fois, moi, j'ai trouvé les échanges très riches et je vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup, Michel. Je pense qu'il est temps de conclure avec Greg. Peut-être quelques mots de conclusion pour dire que moi je sors de cet échange incroyablement optimiste puisque je suis à la fois très impressionné par la participation que nous avons eue aujourd'hui, le nombre de personnes connectées, évidemment tous les ministres qui nous ont fait l'immense honneur de participer à cette table ronde. Je suis également extrêmement impressionné par l'engagement de chacun d'entre eux et de chacun des pays. Je pense, pour avoir vécu l'expérience européenne de création de l'EMA, que ce projet est un magnifique projet pour l'Afrique, que c'est une pierre fondatrice pour le développement du continent, également sur le plan industriel, ça a été dit plusieurs fois. Et vraiment, je vous adresse un grand merci à tous. Un regret, c'est qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions qui sont extrêmement nombreuses et nous le regrettons. Et je passe tout de suite la parole à Greg, peut-être, pour dire quelques mots et ensuite une dernière intervention conclusive et nous nous arrêterons. Greg? Thank you very much, Philippe. And again, thank you for all our panelists who attended. And to the attendees, we reached over 410 at one point. So I think that shows the extent of interest in this incredibly important milestone for Africa. Just want to conclude, there is an expression that some of you will know, which was, Rome was not built in a day. Well, actually, that's only part of the statement, because Rome was not built in a day, but they were laying bricks every day. And the point of that is that it's important that to reach the final destination of this amazing vision, we need to have the systems, the vision, the perseverance, and the practical structures in place. There was a lot of talk of trust and cooperation. We heard that experience from the European side of things, and that will be key, along with capacity building, joint assessment, centers of excellence, training, and last but not least, of course, financing. And we're very happy as an industry to be with you all in this road to the AMA vision. Thank you very much. Merci beaucoup, Greg. Et le mot de la fin, si vous le voulez bien, pour Kawaldeep Semi, au nom du GATO, que je remercie vraiment de son aide et de cette co-construction de meeting très, très intéressante. Kawaldeep, the last words are for you. Thank you very much, everybody. It has been a great pleasure to be in your company this afternoon. Honorable ministers, I think you have really made the lives of patients really happy, your participation, and you have shown political commitment here. And following from what Michel Sidibé had said, yes, this is within our reach now. We can rest comfortably. And as Margaret said a long time, we can together see Margaret's vision come true.
and we will have that African Medicines Agency in place. Work begins now. As I say, signing on that document and ratifying is not enough. We need to work together. I've posted some links to you. Please join our African Patients Congress next month. It's 21st to 20th July. It's open to all, free for all to join in, where we'll cover the subject matter again. But also I've put the list of the African Medicines Agency Treaty Alliance and how it will be formed, and join that with us. And to all those patients who joined us today to look at this issue, we think it's a new dawn of African healthcare. It is something that looked at Karim, who said future generations will always thank us now for having seen this through. At this time of moment, it's really important that we participate. And I loved what Michel Sidibé also said. There is no small nation. I'm so proud of the minister from Cabo Verde. Thank you, sir, for joining us, because you have really, you may be a small island, but you're a big heart. So that I really love that for you joining us. And it is now important to bring all of us together. And I think whenever you are in Africa, wherever you are in Africa, we never drink to anybody's wealth or car or anything. We always drink to someone's health. Health is important to us. Health is prosperity. We always ask, how are you? Are you healthy? And please, when we do depart, we always say, be safe, be healthy. So for that, I would say it's been a great pleasure. And ministers, thank you for your time. I think we are always supporting you. We know you've got a tough job to do in the current climate, when there'll be a lot of pressures on you on trying to compete. You know, industry will be asking for funds, education. Other ministers will be really challenged to find the central budgets. We thank you for whatever money you fund for us. Please continue and support patients on that. And I will say to everybody, please join us, and let's ensure this becomes a permanent feature, and we'll meet again and have a great in-person meeting and ensure that we have a successful that. And lastly, I think if Greg or Philip wants to add something to that effect, I defer the floor to you. Thank you. No, just to say thank you, everybody. Merci à tous. Obrigado. Et à très bientôt.